Merci d'être venu. Et puis je te donne la parole, c'est ton tour. Veuillez accueillir Prune de Prune, s'il vous plaît, messieurs, dames. Merci. Merci beaucoup, merci aux organisateurs, merci à vous. Alors là, mais je suis très intimidée, je me demande même ce que je vais vous raconter. En fait, déjà, peut-être... Alors, je vous avertis, j'ai quelques images à vous montrer que j'ai imprimées sur des A4. Alors, si vous êtes loin, vous les verrez moins. J'allais dire, tant pis pour vous, hein, vous faites votre choix, comme à la messe, on aime bien être derrière aussi. Ah non, mais plus personne sait ce que c'est, excusez-moi. Moi, la première d'ailleurs. Mais je vous les ferai passer après, donc vous pourrez les regarder, voilà, si elles vous inspirent. Alors déjà, je vais me présenter en 2 mots, et je me suis creusé la tête pour me demander comment j'allais me présenter, pour les gens qui ne me connaissent pas, même les gens qui me connaissent d'ailleurs. Celui qui dit youtubeuse, je le chope à la sortie. Micro. Mais d'accord, plus haut, Voilà. ok. En fait, je vais me présenter en 2 mots. On va dire questionniste à plein temps et exotériste, autant que faire se peut. Exotériste, vous savez, c'est le contraire de ésotériste, occultiste. C'est de rendre les choses qui sont cachées à la lumière. Donc, bon, si on est ici, c'est qu'on s'est quand même beaucoup posé de questions sur, forcément sur la réalité. Et le début, pour certains, ça a été... on se rend bien compte qu'on raconte des salades, sur un sujet ou sur un autre. Mais pour un sujet qu'on a réussi à identifier, combien d'autres? Voilà. Alors, je ne peux pas tellement me présenter autrement. Je n'ai pas d'état de service, je ne suis pas professeur, avocate au barreau, rien du tout. Mais juste ce que je peux vous dire et qui m'a beaucoup aidé à faire ce que j'ai fait, à savoir des émissions qui ont évolué d'une façon qui me ressemblait, on peut dire, c'est que je me suis rendu compte que j'avais des clés de par mon éducation. Je ne vais pas vous la faire trop longue, hein, vous inquiétez pas, mais qui me permettaient de comprendre certaines choses dans le monde dans lequel on était, notamment la manipulation de l'information au niveau du langage, on va dire. Et je me rendais bien compte que cette façon de manipuler le langage pour manipuler notre pensée, il n'y avait pas grand monde qui pouvait l'avoir parce que les gens n'avaient pas les clés. Alors moi, je suis en fait, je ne suis, on va dire, rien par moi-même dans cette société, mais j'étais fille de prof de fac, mon père linguiste, italianiste, sémanticien, linguiste, et ma mère professeure d'histoire, histoire des religions, avec une formation de philosophe, ayant fait Sciences Po. Donc des gens qui auraient pu avoir quand même une vision du monde, disons bien plus large que celle qu'ils n'ont eue, mais ils ont choisi de se spécialiser. Et cet héritage-là, je me suis dit, non, moi j'en veux pas, les profs se font entre eux, les profs se marient avec des profs, et ils sortent jamais de l'école, c'est pas pour moi. Moi, je voulais rencontrer des gens de la terre, des gens qui travaillent avec leurs mains. J'ai pas beaucoup de formation, mais j'ai fait une formation de brodeuse, figurez-vous, avec une dame qui était une brodeuse à l'ancienne. Peinture à l'aiguille, madame, si ça vous dit quelque chose. Et puis j'étais photographe argentique. J'ai arrêté la photographie quand c'est passé au numérique. J'étais dégoûtée, en fait, j'étais déjà en décalage avec ce monde, et mon décalage ne cesse de croître. Bref, je me suis rendu compte que cet héritage de l'enseignement que j'avais reçu à la maison, c'était pas quelque chose que je devais rejeter parce qu'il y avait beaucoup de choses à rejeter avec. Je me suis rendu compte que ce que j'avais moi, une certaine culture, que je disais, la culture c'est de la merde, il faut savoir réfléchir par soi-même, et ben en fait, ça m'aidait à lire le monde d'une façon originale, et qu'autour de moi, j'avais des tas de gens de bonne volonté qui essayaient de comprendre, enfin autour de moi, façon de parler, et sur Internet, tout ça, des tas de gens perdus et qui n'avaient pas les clés. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire moi? Je vais essayer de donner les clés, s'en saisira qui peut. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Voilà, j'ai pas la plus petite idée de quelle est mon audience réelle en tant que, comment dire, créatrice d'émissions culturelles. J'en ai pas la plus petite idée, mais en fait, ça ne m'intéresse pas. Il suffirait que on s'éveille les uns les autres. Il suffit d'une rencontre dans une vie pour nous illuminer. Bien, voilà, ça c'est terminé. C'était ce que j'avais à vous dire, comment je suis arrivée à ce que je suis arrivée. Alors je vous ai préparé un petit topo. Pour ceux qui me connaissent, je pars toujours... je suis une improvisatrice, je suis une conteuse. Ce qui m'a bien aidée pour essayer de communiquer des idées et des analyses aussi. Mais
mais je ne suis pas du tout du monde académique et j'ai aucune vocation à l'être, donc je ne vous ai pas préparé un topo en 3 points avec tout ce qu'il faut savoir sur la réalité. Dieu merci, car c'est impossible. Alors je ne vous propose pas des réponses, comme toujours, je vous propose des questions. Parce que les questions nous ouvrent l'esprit et les réponses nous le ferment. Comme souvent, on vient me dire, mais on vient certainement vous dire aussi, qu'est-ce que je devrais prendre pour le mal à la cheville que j'ai là? Tu prends quoi, toi? Oui, mais toi, tu prends quoi? Et tous, nous avons des réponses différentes. Tu vas pas prendre un Doliprane, c'est de la merde. Va plutôt chez ma praticienne Reiki. Mais non, mais le Reiki, c'est des énergies sataniques. Alors donc, à chaque fois qu'on s'adressera à une personne, on aura une réponse. Donc, quand je pose ma question, il faut que je sache à qui je la pose. Et pour recevoir la réponse, il faut déjà que j'ai une idée de quel est mon monde et ma réalité. Alors quand on me pose des questions, et ça, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je devrais faire? Et je dis, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Au niveau de la matière, au niveau de l'esprit, au niveau de ce que les choses signifient pour toi dans ta vie maintenant. On ne peut pas répondre, qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a que toi qui le sais. De quel type d'informations as-tu besoin? Si je les ai, je te les communiquerai. Mais de quelles informations, de quelle version de la réalité vas-tu te saisir? C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse. Et justement, dans toute cette alternative, il n'y a pas plus de réponse vraie, parce que de prendre le contre-pied de tous les mensonges qu'on nous a assénés, l'exact contre-pied et se lancer dedans, ce n'est pas plus vrai. C'est juste une réaction. Mais comme j'avais essayé de mettre en forme mes idées il y a déjà plus de 10 ans, j'avais fait un petit mémoire comme ça, et je voudrais, si vous me le permettez, vous en lire des petits passages. Déjà, j'aimerais vous relire cette introduction que j'avais faite pour les organisateurs qui m'ont dit, peux-tu présenter ce que tu vas faire? C'est pas très long, j'aimerais bien vous le lire. Tout dans notre éducation, les médias et même la science académique, tout a façonné en nous l'idée d'une réalité solide, tangible, matérielle et même, si j'ose dire, avérée. Et ce ne sont pas les quelques articles ou vidéos accrocheurs de style « Ces scientifiques pensent que nous vivons dans une matrice » qui vont véritablement changer notre perception de la réalité. Tout au plus un vertige passager. Et oui, si rien n'existait, si Matrix, le film, était vrai, des choses comme ça. Car oui, j'ose le dire, remettre en question la réalité de la réalité peut rendre fou. Alors nous irons pas à pas et sans brutalité. Ce qui est questionnable, c'est la réalité de la matière, la réalité de l'expérience que nous vivons. Parce que nier la réalité de l'esprit est une contradiction en soi. Nous nous concentrerons donc sur notre expérience de la réalité, à l'aide d'exemples concrets puisés dans notre connaissance plus ou moins théorique du monde, histoire, géométrie, optique. On nous a abreuvés de réponses avant même que nous ayons pris intérêt à questionner. Nous avons laissé nos enseignants penser pour nous depuis si longtemps que nous ne nous sommes même pas posé la question du comment, du quoi et du pourquoi en dehors de leurs explications. J'oserais dire jusqu'à très récemment pour certains d'entre nous. Car voilà, dès que l'on prend le temps d'examiner par soi-même la totalité ou le détail de ce qu'on nous enseigne, ou plus souvent de ce qu'on nous assène, les questions commencent à affluer. Et comme à l'école où elles avaient le don d'agacer nos professeurs, nos questions sont, semble-t-il, toujours aussi malvenues. Dommage. C'est le questionnement qui nous rend alertes, vivants, qui nous garde, mais qui nous rend alertes et vivants. Ce n'est pas parce qu'une chose semble réelle qu'elle l'est. Le meilleur exemple, c'est décidément le rêve. Sommes-nous en train de rêver? Faisons-nous un rêve collectif, dirigé? Faisons-nous un rêve collectif ou bien chacun est-il au centre de son propre rêve? Est-ce que quelqu'un a le moindre indice du fait que nous sommes dans la réalité et non pas dans un rêve? Au final, qu'est-ce qui distinguerait l'une de l'autre, la réalité du rêve? Le fait que la réalité subsiste lorsqu'il n'y a plus personne pour l'observer? Mais par définition, personne ne pourrait plus attester de la réalité. Dès que l'on s'approche un peu plus près, et encore un peu plus près, c'est comme avec la matière. La réalité disparaît. Alors on va passer en revue certaines choses. J'avais fait un plan assez
assez complet et je me suis rendu compte que ça peut nous emmener loin. Donc, je ne vais pas développer chaque chose. Je vais vous proposer de faire un pas de côté et d'utiliser à la fois l'esprit de raisonnement et l'esprit analytique, qui est ce que je fais toujours. Alors, je dis toujours, on ne fait pas de raisonnement logique avec la langue des oiseaux. Le cerveau droit, c'est le cerveau droit, le cerveau gauche, c'est le cerveau gauche. Quand on fait de l'association d'idées libres, c'est l'association d'idées, c'est le cerveau créatif, le cerveau ou l'esprit, on va dire, créatif. Et quand on fait du raisonnement, on doit être rigoureux. Quand on mélange les deux, ça devient assez souvent n'importe quoi. Mais après tout, on a le droit. Alors, déjà une petite introduction. On parlera ensuite de la ligne du temps, de l'espace en 3 dimensions, et de ce que j'ai appelé ensuite la sphère de la conscience. Nous sommes au centre de notre sphère de la conscience, finalement. Nous parlerons du rêve, et puis nous verrons bien de quoi nous avons le temps de parler. Alors d'abord, je voudrais vous raconter 2 histoires drôles. Ça s'appelait à l'époque des histoires drôles, et même dans les années 80, où on pouvait encore dire certaines choses qu'on ne peut plus dire maintenant apparemment, ça s'appelait des histoires juives. Et comme ma mère était d'origine juive, on avait tout à fait le droit de raconter des histoires juives, c'était pas antisémite. Bon, c'était mes parents qui ramenaient toujours, surtout mon père, des histoires, le monde universitaire a toujours des histoires drôles. Et mon frère a continué cette tradition, lui qui est devenu universitaire aussi, il a toujours des histoires drôles terribles. Alors, ça commence comme une question. Connaissez-vous, alors moi j'ai le droit de le raconter, hein, mais tout le monde n'a plus le droit, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Quels sont les 5 juifs qui ont fait l'histoire du monde? Moi, je vais vous donner la réponse. Forcément, c'est une fausse question. Alors, le premier, c'est Moïse. Moïse, il a dit, tout est loi. La loi, les tables de la loi, c'est Moïse, tout est loi. Le deuxième, c'est Jésus. Et oui, Jésus, forcément, Jésus s'est incarné dans le monde juif. Et il a dit, tout est amour. Tout est loi, tout est amour. Le troisième juif, c'est, faut faire un saut dans le temps, et c'est Marx. Il a dit, tout est argent. L'argent capitalisé, le capital, das Kapital, tout est argent. Le quatrième juif, c'est Freud. Freud, il a dit tout est sexe. Et le cinquième, c'est Einstein, il a dit oh, tout est relatif. Hein. Alors, merci. Alors, on voit simplement dans cette petite histoire, bon, si vous êtes intéressé au cas d'Einstein, au cas de Freud, ou au cas. Bref, il y aurait à en dire. Il y aurait tellement à en dire, malheureusement. On ne va pas s'y arrêter. Hein? Freud, il a dit tout est sexe. 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 Sexe, sexualité et sexe, quoi. Madame n'avait pas entendu. Ah oui, il ne faut pas louper ça. Alors, on voit que c'est dans cette histoire, les 5 juifs qui ont marqué l'histoire du monde, il s'agit bien évidemment de l'histoire officielle. Bon. Pour ceux qui ont goûté un petit peu l'ironie de l'histoire, quoi. On passe en revue la religion, l'argent, le travail, le sexe, et non pas la sexualité humaine ou la relation, c'est quand même important. Et on a quoi bon, bref, c'est tout, la science académique athée, avec notre dernier. Quand on parle d'histoire, on parle de temporalité, on parle de temps, mais on parle surtout de temps linéaire. Le temps linéaire ne va donc que dans un sens. Pourtant, avec l'histoire, on part toujours à rebours. On va y revenir sans doute, l'histoire s'écrit à rebours. Mais je voudrais vous raconter la deuxième histoire. Je vais essayer de la faire courte. C'est aussi une histoire juive. Alors c'est un rabbin, un très vieux rabbin, dans un petit shtetl d'Europe, de Pologne, comme ça, et il va mourir. Il est vraiment sur ses derniers jours, il est là comme ça, il appelle son élève, et il lui dit, va trouver, avec l'accent de Popek, là, je me souviens plus, mais va trouver les rabbins Yitzhak ben Yitzhak des New York. Tu vas lui porter mon testament spirituel. Et tu reviendras me donner sa réponse. Si Dieu le veut, avant que je meure. Alors l'autre, il s'apprête à aller chercher un bout de papier, à écrire comme ça. Il fait, non, ça va être très très court. Écoute bien, j'ai te les dire les testaments spirituels. La vie est une flèche. L'autre, il attend la suite. La vie est une flèche. Va maintenant. Alors le gars, il part en train, alors c'est début du XXe siècle, il prend le bateau à fond de cale, il arrive finalement à New York complètement paumé, il trouve la maison, tout ça,
Et une bonne vient lui ouvrir, le rabbin Yitzhak Ben Yitzhak, il n'a pas les papillotes, il a la barbe bien taillée, tout ça, l'autre est très étonné, et il lui dit, je viens de la part de mon maître, elle lui explique le truc, et il le reçoit dans son bureau, et il lui dit alors, quel est le testament spirituel de ce grand, de ce très saint Rabbi Moshe, il s'appelle Rabbi Moshe. Et Rabbi Moshe, il a dit, la vie est une flèche. Très profond, la vie est une flèche. Alors l'autre, il attend la réponse, parce qu'il attend pour repartir avant que son maître meure. Mais il dit, non, je dois réfléchir, passer la nuit sur cette parole de sagesse du Rabbi Moshe. Bref, il revient le lendemain matin, et il dit, asseyez-vous, je vais vous donner ma réponse, vous êtes prêts? La vie n'est pas une flèche. Catastrophé. Vous êtes sûr? La vie n'est pas une flèche. C'est ma réponse pour leur Rabbi. L'autre part, la vie n'est pas une flèche. 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 Il est catastrophique. Et enfin, il arrive après encore 2 semaines de voyage. Et il n'est pas mort. Le Rabbi, il est très faible, très faible. L'autre, il tombe à genoux à côté du lit. Il dit, on pleure. Comment il va le garçon? C'est ça. Comment il va lui dire, Rabbi. Le Rabbi, il il a dit, calme-toi, mon fils, et dis-moi les paroles de ce saint homme. Il a dit, la vie n'est pas une flèche. Grand blanc. Alors il se gratte la barbe et il fait... Oui, on peut le dire comme ça aussi. Pourquoi cette histoire, j'y pense toujours beaucoup? Parce qu'en fait, selon notre compréhension des choses, et selon les images qu'on met, selon les images qu'on a reçues, la culture qu'on a eue, notre sensibilité personnelle, pour exprimer une chose qui est du monde de l'esprit ou du monde des choses inconnaissables, on va employer une image ou une autre. En fait, l'image en elle-même n'est pas importante. Ce qui est cruel, c'est que pour arriver à se comprendre et à communiquer, il faut déjà que nous ayons un langage commun. C'est terrible, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas débattre si on n'a pas déjà un langage commun ou déjà une compréhension commune. Voilà. Donc tout ça pour garder à l'esprit, la vie est une flèche, la vie n'est pas une flèche. Si on s'empoigne pour des détails ou pour des mots parce qu'on n'arrive pas, quelqu'un m'a dit ça tout à l'heure, une vision du monde commune. C'est une expression simple mais qui est très parlante. Si on n'a pas déjà une vision du monde commune, on pourra employer les mêmes mots, on ne se comprendra pas. Alors parlant réalité et questionnement philosophique, les choses deviennent compliquées, c'est sûr. On ne va pas se poser la question de pourquoi se demander qu'est-ce que la réalité. Je pense que à un moment ou à un autre de sa vie, l'homme se demande ce qu'il fait là et qu'est-ce que la réalité, d'une manière ou d'une autre. Mais il me semble que, moi, ce qui m'est apparu dans mes recherches, c'est-à-dire mon observation, mes questionnements philosophiques, il m'est apparu que l'homme était un être symbolique dans un monde symbolique. Et que le monde des manifestations, le monde là, de la matière, n'est pas le vrai monde. C'est comme une projection. Ça, c'était avant que j'ai vu le film, ou les films qui parlent de ça. Ce monde que nous voyons, il semble être régi par des lois cachées. Alors, je voudrais vous montrer cette image. Je ne sais pas si vous la verrez, je peux la faire circuler. Vous connaissez tous certainement la spirale de Fibonacci. La spirale, je vais la faire passer, mais je vous passerai les images après, vous y reviendrez. La spirale de Fibonacci, c'est une spirale qu'on dessine à l'aide d'une suite de nombres. On va rester un peu simple là-dedans, et on la dessine à l'aide de ces carrés que vous verrez sur cette image. Je peux vous faire passer l'image, vous ferez passer là, et puis j'en ai une deuxième que je vais vous faire passer, de ce côté de la travée. On voit une femme qui a les cheveux mouillés et qui fait ça. Et les gouttes d'eau suivent le mouvement. Or, les gouttes d'eau dessinent la spirale de Fibonacci. C'est marrant parce que autant on avait vu cette spirale dans des choses du vivant, des objets du vivant, qui pouvaient nous laisser penser que des lois mathématiques étaient à l'œuvre derrière les manifestations, mais elles sont aussi dans le mouvement. Et ça, sans photographie, sans image arrêtée, on ne le voyait pas. Il me semble que cette image-là, c'est une image qui nous arrête. Mais il y en a d'autres que je vous montrerai dans un instant. Une image qui a un potentiel d'éveil, mais pas pour tout le monde.
Donc je vous proposerai quelques images. Quelques images pour l'esprit et quelques images pour les yeux. J'ai dit que notre monde était le monde symbolique et des manifestations, ce qui peut entraîner une fascination pour la géométrie dite sacrée. Quand on dit sacré, ça me met toujours mal à l'aise. Sacré, c'est « oh !» Oh. Alors, on a beaucoup moqué ça dans notre, on va dire, notre spiritualité culturelle, le christianisme, le catholicisme, mais on va faire « oh !» avec des choses qui viennent de plus loin, qui sont peut-être ni meilleures ni pires. Il faudra investiguer pour savoir si elles sont de même nature ou pas. Mais on a déplacé ce sacré, et moi, quand on dit sacré, ce que j'entends, c'est qui n'est pas à remettre en question. Adore et ferme ta gueule. Et ça me dérange. Ne réfléchis pas, crois. Je vous passerai les images après, si on peut les regarder juste assez rapidement, et on aura un moment de questions ensemble, hein, à la fin de mon intervention. On se ménagera un moment, voilà. Mais l'idée sous-jacente, que je trouve dangereuse, c'est vrai que ça fait pas très longtemps que j'ai vu vraiment la dimension de ça, c'est que le secret serait le garant de la connaissance. La connaissance secrète serait plus vraie que la connaissance au grand jour. Et c'est une idée qui m'a toujours dérangée. Même quand je cherche le secret, parce que je croyais y trouver de belles choses. En réalité, l'occultisme est un nid de vipères et d'horreurs sans nom. Et je me réfère très souvent à l'Évangile. Dans l'Évangile et dans la spiritualité chrétienne, c'est pas sexy, parce qu'il n'y a pas de pouvoir caché. Il n'y a pas de magie. Bien sûr, on peut pratiquer les prières et les rituels avec un esprit magique, en brûlant des trucs, même dans la religion catholique ou chrétienne, qu'importe, les religions chrétiennes, toutes les variantes, mais c'est pas l'idée. Il y a en fait une posture morale, une prière qui est un envoi, qui est un don de soi, mais on ne fait pas de la magie. Et justement, c'est un peu frustrant, parce que Dieu ne répond pas, ou parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire, parce qu'on n'a pas le sentiment d'une puissance qu'on a facilement avec le pendule, par exemple. Donc, je ne vais pas développer tellement davantage, mais l'idée que la fascination pour la géométrie sacrée et pour toutes ces choses qui semblent sous-tendre ce monde, je la trouve malsaine. Bien que je m'y sois beaucoup intéressée, mais je n'avais pas compris ce qu'il y avait derrière. Et allant de plus en plus profond, je vois qu'on nous appâte avec du magique, avec de la beauté. Nous cherchons de la beauté et du monde naturel. Mais c'est pas ça, la magie. La magie, c'est essentiellement le vouloir et le pouvoir. Le vouloir. Quand je veux quelque chose, je vais le demander, faire un rituel. Et je vais l'obtenir parce que la magie, ça marche. Mais si je renonce à tout pouvoir dans ce monde, au pouvoir de me saisir de quelque chose, il me reste l'immense pouvoir de pratiquer le don. Le don pur et simple, est la seule façon, c'est une petite digression, mais c'est la seule façon de mettre ce système en échec. Ce système satanique, ce système d'argent, ce système de dette, ce système de... parce que si je n'ai plus de valeur, parce que je n'ai plus de force de travail, ou de choses comme ça, ou d'argent, eh ben je vais être laissée pour compte. Mais il n'y a pas beaucoup d'idéologies qui accordent une valeur énorme aux gens qui ne valent plus rien dans ce monde, soit parce qu'ils sont trop pauvres, soit parce qu'ils sont trop vieux, ce qui est notre loi à tous. Comme si on allait pouvoir y couper. Notre monde est un monde très malsain. Bref. Alors, parlons du temps. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai toujours du mal à exprimer ça, à le rendre intelligible. Vous me direz si je me suis rendue intelligible. Avec cette idée de temps, le temps ne s'écoule que dans un seul sens. Le temps humain ne s'écoule que dans un seul sens. On ne peut pas revenir en arrière, sauf par la pensée, mais le corps nous dira bien que nous n'avons voyagé que par la pensée. Le corps et le monde matériel. Ça ne va que dans un seul sens. Peut-être que c'est possible d'aller dans un autre sens. Jusqu'à présent, personne ne l'a vraiment prouvé. On ne tiendra absolument pas compte à aucun moment dans cette étude de la science officielle sur laquelle nous n'avons aucune prise et pour laquelle nous ne pouvons absolument pas vérifier par nous-mêmes. Il va falloir qu'on vérifie les choses par nous-mêmes, par notre expérience, avec l'intelligence et le discernement.
Mais la ligne de temps, elle ne va que dans un seul sens. Et elle a été définie à l'école de la version suivante. Je vais vous en donner un résumé extrême. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Le scénario officiel de l'histoire officielle, qui est la mise à jour permanente de la version orthodoxe de la réalité. Il y a une version de la réalité, plus encore que l'histoire, puisque pour ceux qui s'intéressent au récentisme, l'histoire linéaire qu'on a apprise, elle n'est peut-être pas exacte. De toute façon, on sait qu'elle est fausse. L'histoire étant l'histoire des puissants, c'est le pouvoir en place qui est redéfini à rebours ce qu'a été notre histoire. Donc notre temps, il va dans un sens, mais l'histoire va toujours dans l'autre. On raconte l'histoire à rebours. On la re-raconte à rebours. Y a-t-il seulement eu une vraie histoire? Oui, ma grand-mère m'a raconté. D'accord. Et après ma grand-mère? Sa grand-mère lui avait raconté. Ok, ça se tient. Mais il y a 3 générations qui peuvent cohabiter et se raconter des choses. Après, il y a une rupture de la conscience. Mon arrière-grand-mère a raconté à ma grand-mère. C'est sûrement vrai, mais après tout, est-ce qu'on peut le prouver? Est-ce qu'on peut vraiment prouver le passé? Apparemment, dès qu'on cherche, on trouve autant de raisons de douter que de raisons d'avérer la version de la réalité qui nous a été servie. Bon, pour beaucoup de choses, c'est des mensonges purs et simples, c'est facile à mettre en évidence, mais pour d'autres choses pour lesquelles il y a un plus grand consensus, c'est pas aussi évident. En tout cas, dans toute salle de classe, il y a une frise chronologique. Vous en souvenez-vous? Elle était affichée au mur. Alors je vais vous la résumer à ma façon. Big Bang, dinosaures, Cro-Magnon, féodalité, aéronautique. Big Bang, espace, NASA, hein, je voulais pas dire le mot, mais NASA, espace, et la boucle est bouclée. Entre-temps, quelques dinosaures qui se bouffent la gueule, quelques Cro-Magnons qui se tapent dessus, et quelques petits seigneurs féodaux qui font régner la terreur. Ça, c'est l'histoire officielle, jusqu'à la Révolution qui nous a libérés. N'est-ce pas? Voilà. Donc, cette version-là, en fait, elle comprend aussi tout un tas d'autres trucs. Hein. On a vu l'histoire des 5 juifs qui ont fait l'histoire de l'humanité. Bon voilà, on est censé quand même avaler tout ça. Pour le Big Bang, se référer à la NASA et ses photos peintes à la main, magnifique. J'aurais bien aimé bosser pour eux, je pense que je me serais éclatée. Les dinosaures, pareil, c'est plutôt des sculpteurs que des peintres, mais beau travail les gars, très très beau travail. Cro-Magnon avec ce fameux chaînon manquant qu'on n'a toujours pas trouvé. Ah si, il me semble que je l'avais trouvé en arrivant. C'est plus ce que j'en ai fait, tant pis. Non, on l'a pas, en fait, on l'a pas trouvé. Non, je me suis trompée, on l'a pas trouvé. Et puis ensuite, toutes les histoires qu'on nous raconte sur notre histoire, comment nous avons été libérés, par exemple, par la Révolution française, de l'ordre affreux et asservissant qui était avant nous. Voilà, moi, j'ai mangé ça quasiment toute ma vie. Maintenant, je commence à me dire qu'il y a peut-être anguille sous roche. Et dès l'enfance, ce rabâchage de la narration officielle se fait à l'aide d'outils visuels constants, à savoir la frise chronologique. Et puis toutes ces revues, tous ces livres, hein, Historia, tout ça, les Égyptiens, les trucs quasiment, les parents qui ont des enfants en âge scolaire, qu'est-ce qu'ils ont sur le frigo? Ils ont des magnets avec des trucs, il y a très très souvent la pyramide ou des trucs d'Égypte, très souvent. Sur un moment, ça me frappait vraiment. On adorait ça quand on était petits, hein. Allez, tout le temps Camon, les machins, on était... en 6e, on avait un prof qui nous racontait l'Égypte, c'était génial, c'est génial. Bon, j'aurais peut-être pas le temps de tout dire, alors je vais vous le dire tout de suite. Ça va peut-être être un peu dur à avaler. Mais quand on parle de choses anciennes et d'antiquité, peut-être qu'on aura quand même le temps d'en reparler, mais comme ça, vous aurez déjà eu le propre des chocs. Antique de combien? Si la thèse récentiste est vraie, mais qu'est-ce qui est vrai hein, dans cette réalité? Notre histoire est plus récente, donc l'Antiquité serait peut-être plus récente, ou se télescoperait avec d'autres périodes historiques
qui sont avérés ou pas avérés. Mais anciens, égyptiens, savoirs oubliés, secrets, occultisme, tout ça. Le monde antique, Babylone, les écoles de mystère. La Grèce et les écoles de mystère, en Grèce, les écoles de mystère, c'est l'initiation magique. Bon. Est-ce que ça a vraiment existé? Il y a des arguments très intéressants des récentistes qui nous disent que non, ça a été, cette histoire a été écrite à rebours et que les grands penseurs grecs sont le démarquage de penseurs du 18e. Pourquoi pas? Ils ont les mêmes enseignements. Tiens, il y a d'autres choses qui vont dans ce sens-là, mais même sans aller tellement plus loin, la fascination des sociétés secrètes, notamment la franc-maçonnerie historique que l'on fait remonter à peu près au XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, c'est pas très ancien. La fascination, disais-je, de la franc-maçonnerie de ces sociétés secrètes, Rose-Croix, tout ça, à un certain niveau, c'est tous les mêmes rituels. Cette fascination pour les choses anciennes, notamment l'Égypte ancienne, les dieux égyptiens, la magie ancienne, hein, Moïse, le serpent, le bâton, le machin. Alors je me suis dit à un moment, c'est pas possible. Pourquoi ces références constantes à l'histoire Crowley et tous ces magiciens abominables qui ont une véritable obsession pour l'Égypte? Pour l'Égypte ou pour ses symboles? Pour l'Égypte ou sa magie? Quand on voit qu'une partie de ces choses aurait été faite par des faussaires, quelle est la part qui est vraie? Mais peut-être aucune, il suffit de creuser un peu le dossier pour que les bras vous en tombent. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vais vous le dire en un seul mot. 2, 3. Ancien égale occulte. C'est pas ancien, c'est occulte. Et même si c'était ancien, c'est presque secondaire. Cette fascination pour ces choses anciennes, ces mystères anciens, ces choses anciennes, ce chamanisme traditionnel, ces tatouages tribaux, ces scarifications, ces pratiques anciennes. Ancien égale occulte. Peut-être que nous n'avons même pas de mémoire, peut-être que notre mémoire est réimplantée, peut-être que la réalité n'existe pas, donc il n'y aurait pas de choses anciennes, mais il existe des choses occultes. Et ces choses ont manifestement un pouvoir. Est-ce que vous savez ça qu'il y a des... Je digresse peut-être, mais vous me dites si vous ne vous intéressez plus, vous voulez que je passe au titre suivant, hein, bien sûr, parce que je vous ai annoncé des choses, mais à propos de pyramides, êtes-vous au courant de ces pyramides qui sont juste constituées de fils ou de petits trucs, de tiges de bois ou de métal, dans lesquels on met à vieillir, à mûrir le vin, des caves à vin en forme de pyramide? Vous avez déjà entendu parler de ça? Ça fonctionne, disent des gens qui ne sont pas versés dans le Reiki ou la lithothérapie. Ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est qu'une pyramide? C'est quoi pour vous une pyramide, par exemple? Une onde de forme. Une onde de forme. Ça génère une onde de forme. On dit aussi que ça a été coulé, et c'était du béton. Oui, mais toute pyramide de façon générale. Forme pyramidale. Okay. Bon, on va rester sur l'onde de forme. J'avais lu dans un livre d'un magnétiseur. Il a enseigné plein de trucs, hypnotiseur, enfin j'en sais rien, mais tout à la fin, souvent c'est tout à la fin ou dans les notes qu'il y a une petite pépite. Il disait, il faut éviter toutes les choses qui vont perturber les énergies ou votre sommeil, par exemple des cours d'eau, ceci, cela, et des champs magnétiques. Et il nommait aussi les pyramides. Tiens, la pyramide n'est pas un truc qui est fait pour nous sentir bien, un générateur d'énergie pour le genre humain. Et puis quoi encore? C'est de la magie. Je ne veux pas dire que ça ne fonctionne pas, tout au contraire. Les pyramides sont des perturbateurs énergétiques. Et possiblement. Les hiéroglyphes, alors. Je parlais juste je vais juste. C'est comme le reste, c'est une invention, vraisemblablement. Mais on reviendra aux questions après. Mais je voulais juste dire ça, et la pyramide n'est qu'un exemple.
La pyramide n'est pas ancienne, elle est géométrique. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre, n'est-ce pas? L'occultisme, c'est de la géométrie. C'est pour ça que je nous mets en garde contre la géométrie sacrée. Bien sûr qu'elle est belle et qu'on voit dans les fleurs, d'ailleurs on va regarder quelques trucs, mais bien sûr que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on ne nous appâte pas avec ça un peu de pouvoir, un peu de beauté, un peu de saupoudrage de secrets, et nous voilà piégés? Alors je voulais vous dire ça aussi. En fait, on est encore, quand on nous assène cette frise chronologique, où les Égyptiens en sont en bonne part, enfin en tout cas de mon temps dans l'enseignement de l'histoire, maintenant ce serait plutôt l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, une période assez spécifique d'ailleurs, et un peu dure pour les enfants, qui se prolonge et se prolonge et se prolonge. Plus le temps passe, plus on en parle. Là, c'est marrant. Comme quoi l'histoire s'écrit vraiment à rebours. J'espère que vous me comprendrez à demi-mot, et sinon ça n'est pas grave. Mais on nous assène des choses avant que nous ayons la capacité de saisir les concepts. C'est ce que j'appelle l'enseignement jésuite. Donnez-moi l'enfant et je vous montrerai l'homme. Quand on est encore trop jeune pour se poser des questions sur les choses et qu'on est rempli, eh bien il y a un phénomène que j'ai vérifié par moi-même et que nous avons tous forcément vérifié, c'est que la première version qu'on nous a donnée d'une chose, nous y accrocherons bec et ongles, même si c'était quelque chose de complètement contraire à ce que l'expérience nous montre. L'expérience, hein. Mais nous allons nous y accrocher parce que c'est notre professeur, ou plutôt, plus jeune encore, nos parents qui nous l'ont dit. Il y a un ordre dans l'éducation jésuite. On ne lit certains livres que quand on a déjà lu d'autres. C'est très codifié. Pourquoi? Parce qu'ils veulent former l'esprit, conformer l'esprit. Vous croyez qu'il n'y a que les jésuites qui font ça? Toute éducation est une éducation jésuite. Et à la rigueur, même si on est de bons parents ou de bons enseignants, on va forcément imprégner des jeunes avec nos croyances et notre système de valeurs. C'est pourquoi nous devons vraiment nous poser la question de savoir si notre système de valeurs tient la route. Ce serait la première chose à faire en tant qu'adulte. En tout cas, avec ce rabâchage, nous allons créer un attachement émotionnel aux faits. C'est pour ça que je dis libre d'attaches émotionnelles envers les faits. D'attaches émotionnelles. Non, c'est pas vrai, tu dis n'importe quoi. D'abord, même si j'ai pas d'argument, mais que j'ai cru une chose toute ma vie et que je ne l'ai jamais mise en question, elle est ma réalité et je la défendrai, même si elle ne correspond à rien. Donc ma réalité n'est pas ta réalité, elle n'est pas ta réalité, elle n'est pas ta réalité. Nous sommes chacun dans notre monde mental, et c'est ce que j'ai appelé la sphère de la conscience. Toutes les choses que je suis capable de saisir avec mon intelligence, qu'elle soit mentale ou analogique, un peu comme la vue. Je peux voir très loin dans certaines directions et pas très loin dans d'autres. Pour ce qui est des maths, je suis assez myope. Donc ma sphère n'est pas une vraie sphère, mais nous l'appellerons une sphère. Dans toutes les directions, vous savez, en optique, il y a une notion qu'on appelle l'infini. Vous savez ce que c'est que l'infini en optique? C'est l'endroit à partir duquel on ne voit plus, on va dire, où ça devient flou. La limite, notre horizon optique presque. Notre horizon de netteté optique. Et bien nous avons comme ça un infini. Alors, selon les téléobjectifs avec lesquels on prend des photos, un grand angle, il a un infini à 2 mètres. C'est pas vraiment là où il est aveugle, mais c'est l'endroit à partir duquel on n'a plus à jouer sur la mise au point. Au-delà de 2 mètres, il est réglé sur l'infini. Donc, on peut avoir l'infini à 2 mètres, et avec un autre objectif, on aura l'infini à 100 mètres, avec un téléobjectif. Donc, l'infini n'est pas le même pour tout le monde. Notre capacité de manipuler des concepts, de réfléchir à des choses n'est pas la même pour tout le monde. Une capacité d'accueillir certains types d'informations, pas des informations, mais de l'information, n'est pas la même pour nous tous. Il y a des choses qui nous sont faciles et d'autres qui nous sont très difficiles. Malgré tout, il va falloir faire un effort, même dans les domaines où on est un peu myope. Il va falloir pour scléroser et assouplir notre pensée. Sinon, on pensera toujours comme quelqu'un d'autre nous dit de faire.
Oui, mais moi, ça, je ne peux pas vérifier. Ah bon? Est-ce une raison pour prendre la version de quelqu'un d'autre comme ça? Pour argent comptant? Alors, bien sûr, on parle de la ligne de temps. Dans notre histoire des 5 Juifs, quand on fait l'histoire du monde, on a cette histoire de temps. Mais quand on parle du monde, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de plusieurs choses quand on parle du monde. On parle du monde dans lequel on vit, la matière, l'espace à 3 dimensions. Mais le monde, en réalité, le monde, on va dire, dans les siècles qui nous ont précédés, le monde n'était pas aussi matériel. Le monde, quand on disait le monde, enfin, ça peut avoir plusieurs acceptions, notamment dans le monde, le domaine de la religion. Le monde, ce n'est pas forcément ça, mais le monde, c'est l'idée qu'on se fait de l'univers, pas d'une boule. L'idée qu'on se fait de l'endroit où nous nous trouvons, le monde. Le monde comprend cette pièce. Et il comprend aussi tous les lieux que je ne connais pas, où je n'irai jamais. Il comprend le ciel et ce qu'il y a peut-être au-delà du ciel. Mais le monde comprend aussi les idées. Le monde, c'est un ensemble, c'est un concept. Et je voulais vraiment particulièrement vous parler de ça. Vous avez remarqué que, et on en reparlera juste dans un instant avec la Terre et la forme de la Terre, cette fameuse Terre boule. Quand on parle du monde, vous avez remarqué que la représentation du monde sous forme de globe ou de sphère stylisée est absolument partout. Tous les journaux de 20 heures, mais aussi 13 heures, tous les gens qui veulent se donner aussi une légitimité de sérieux, mettent dans leur générique ou dans leur bannière un globe stylisé. On va parler du monde. On va parler de ce qui se passe dans le monde. Le monde, c'est quoi? C'est tous les pays. Les océans, les satellites, le monde, mais surtout les pays géopolitiques. C'est que ça le monde en fait, c'est la planète, la Terre boule. Et on va faire ça en imprimant constamment une image avec un effet de relief, pour ceux qui maîtrisent bien la production par ordinateur avec les petits effets qui vont bien, ou plus simple, sous forme de disque, mais avec des petites lignes qui laissent supposer que c'est une sphère, ou bien on aura même l'effigie de ce globe. Je suis effarée du nombre de youtubeurs et autres, de tout poil et de tout pays, qui ont sur leur étagère derrière eux, quand c'est vraiment chez eux, hein, pas ces faux fonds tout pourris avec un intérieur de loft, mais qui ont cette petite map monde. Vous voyez, je ne crois pas la Terre plate. Je suis quelqu'un de sérieux. Hein, les gars, hein, j'ai droit à mes 50 000 abonnés, mes 100 000, c'est bon, vous m'écoutez, hein, vous m'écoutez. Voilà, donc ça me paraît un peu bizarre, que ce soit partout. Qu'est-ce qu'on a approuvé avec ça? Mais en tout cas, ce globe, on l'a partout. J'ai parlé de la frise de la ligne de temps dans les salles de classe, mais le globe, il est partout, dès la maternelle. Les ballons, les machins. Pourquoi est-ce qu'il y a ce globe partout, tout le temps? Ben, est-ce vraiment important pour un enfant de 4 ou 5 ans? Apparemment, oui. Vous savez aussi que ces globes, vous savez ce qu'il y a écrit en dessous des globes? Je ne voulais pas le croire, donc j'ai vérifié par moi-même. Vous savez ce qu'il y a écrit sous le pied de main? Oui, quelqu'un le sait? Je crois que c'est illustration. Oui, ce globe est utilisé et destiné uniquement à des fins de décoration et d'éducation, un truc comme ça, mais pas. C'est pas un objet scientifique. Hein. Alors très bien, j'ai vu ça effectivement dans les magasins de décoration. Je me suis dit bon bah, on va aller sur un site de gadgets et d'outils et d'objets scientifiques pour acheter un vrai, pour voir ce qu'ils proposent. Mais ils ne sont pas plus vrais. Alors, pourquoi ils prennent cette précaution? Que nous disent-ils? Pardon? Parce que la Terre n'est peut-être pas tout à fait ronde. Voilà, donc ça on l'a compris, voilà. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, ils nous assènent constamment ce truc. Ça va rentrer dans ta caboche, ce machin, ou pas? Faudra que ça rentre n'importe comment. Hein. Mais en même temps, ils le disent par en dessous. Ouais. Par en dessous. Ah ouais, donc c'est pas un vrai. Ah, c'est pas un vrai. Ouais, en fait, ils ne peuvent pas s'empêcher de nous le dire.
Donc, bon, les choses ne sont pas ce qu'on croit. Je crois qu'on a bien compris que cette terre boule était une arnaque innommable. Et pour moi, la seule, j'allais dire, le seul argument qui vaut vraiment, bon, il y en a des bons, il y en a des bons. Dieu sait s'il y en a des minables qui claquent bien, mais qui ne tiennent pas la route. Mais le seul argument valable pour moi, c'est que c'est globe obligatoire. C'est un peu comme dîner obligatoire. Il y en a partout, partout, tout le temps, partout et ailleurs. Il faut toujours qu'il y ait un globe quelque part. Mais revenons à notre idée du monde, à chaque fois qu'on représente le monde, qui est un concept, par une icône, quel drôle de mot, par une miniature, par un, comment on dit aussi une icône, on dit quoi J'ai pas noté ça quelque part. Elle n'a pas noté. Tant pis pour elle. Ah oui, parce que j'avais tout ça aussi. Bon, qu'importe. À chaque fois, il faut que à une idée abstraite corresponde à un petit logo. Voilà, c'est ça. Icône, vraiment. Logo, logos, vraiment. Quelle réduction sémantique invraisemblable. Donc à chaque fois qu'on aura une idée abstraite, on aura une image. C'est l'ère des pictogrammes qui a commencé vraiment dans les années 80, 70-80, on a eu des pictogrammes partout, des trucs très réducteurs. Les toilettes avec monsieur, madame, les trucs. Et on est dans l'ère du pictogramme, en fait. À chaque idée correspond une image réductrice. Comment vous voulez continuer à réfléchir à chaque fois dès qu'on essaie de s'élever à une idée conceptuelle, le monde, on vous met une petite pastille de couleur bleue, généralement. Donc, en fait, c'est beaucoup plus insidieux qu'on ne pense. Il y avait des représentations du monde en forme de boule dans la peinture que j'aime particulièrement, même ancienne, les primitifs italiens, les flamands, et aussi un peu plus tard, au XVIIIe, tout ça. Mais on a cette boule, sous la forme d'une bulle de savon. Avez-vous déjà vu ce Christ qui tient le monde dans sa main? Une bulle. C'est pas toujours le globus crucigère, vous savez, le globe avec la surmontée d'une croix, ça peut être une bulle. Parfois un miroir, mais parfois c'est une bulle transparente. Ce n'est pas une terre-boule. C'est le monde. Pourquoi est-ce que le monde est une sphère? Eh bien, parce que ce qu'on peut concevoir, par la puissance de notre intellect, nous butons forcément. Il y a un moment où notre intellect bute sur la conception de la réalité ou du monde. Et il bute là, et il bute là, et il bute là, et c'est ce que j'ai appelé la sphère de la conscience. Nous pouvons lui faire une représentation limitée du monde. Le monde est une sphère parce que c'est l'image la meilleure qu'on peut avoir du monde. Si je regarde autour de moi, ça va faire un disque, et si je regarde à 360 degrés, ça fait une sphère. Il n'y a de monde que observé par un observateur. Il n'y a pas de monde sans l'observateur. Il n'y a pas de monde sans la conscience. Ça pourrait être une réponse. Il y a aussi une autre façon de représenter le monde sous forme de boule. Vous connaissez peut-être les sphères armillaires. Non? Non. Ce sont des disques, un disque dans un sens, un autre, un plan écliptique, un plan équinoxial. C'est censé représenter le ciel. Le ciel est-il une sphère? Le ciel est-il une sphère? Oui, non? Non. Non, pourquoi? Personne n'a montré. Le ciel n'est pas une sphère? Si, on va reprendre notre flèche. Le ciel n'est pas une sphère. Mais le ciel est une sphère de mon point de vue. Bon, je ne peux pas voir en dessous, donc ça va être une demi-sphère. Ça va être la demi-sphère de ma conscience du ciel. On peut le dire comme ça ou pas? Ce que je vais voir du ciel, ça va être ça. Effectivement, qu'est-ce qu'est le ciel en dehors de mon point de vue? Où tu tiens? Qu'est-ce que c'est? À qui devrais-je faire confiance pour me dire ce qu'est le ciel? Encore une fois. Mais il représentait cette sphère armillaire, donc on a la bande de l'écliptique, donc le ciel tel qu'on peut se le représenter d'ici. Donc on est sur une terre plate, on est bien d'accord? Pour les besoins de la démonstration, uniquement, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on est sur une terre plate et je vois la lune se lever, alors je note tous les jours et ça fait
une forme, je note le soleil et sa position, ça fait une analème. Enfin, je note plein de trucs, je note les planètes. Et en fait, ce que je vois, c'est de là à là. Et j'imagine que je sois sur une telle terre boule ou plate, du coup, mais que ça passe en dessous et que ça revient. Ou pas, en tout cas, ça revient comme ça. Donc ça dessine des tracés. Ça, ces tracés, je peux les voir à l'œil nu. Ou avec une petite lunette. Je vois des tracés. Ce qui me permet de dessiner cette sphère, et cette demi-sphère, on va dire, et par extrapolation, cette demi-sphère céleste. La sphère céleste est une représentation du mouvement des étoiles depuis la Terre. Est-ce clair? Voilà. Du point de vue de l'observateur, on a les étoiles comme ça, on a la bande de... Comment ça? La bande du zodiaque. Voilà. C'est ça une sphère armillaire, en fait. On a la bande du zodiaque, et on a pas un disque, comment on appelle ça? Comme un bracelet, là. Armillaire, ça vient de ça. On en a plusieurs, comme ça. Ils représentaient le monde sous forme d'une sphère, mais dessinée par juste quelques bracelets entrecroisés. Et c'était la sphère céleste. Alors un truc qui est marrant, c'est qu'un jour je cherche ça, la fontaine de Carpeaux, qui est une très belle fontaine, 4 femmes représentant les 4 races, on peut dire ça. Très très belle fontaine, qui soutiennent le globe. C'est une sphère armillaire. Donc je cherche, je regarde Wikipédia, toujours curieuse de savoir comment Wiki va m'enrôler dans son petit truc, vous savez, qu'on met à frire, après, tiens, hop, voilà, mange. Et il nous parle de la sphère du globe, c'est la fontaine des quatre continents ou le globe. Le globe, ils disent pas lequel. Mais je vais sur un site spécialisé d'amateurs d'art. Il est question du globe céleste. Wikikiki ne m'a pas parlé du globe céleste. Il suppose et me laisse supposer qu'il s'agit du globe terrestre. Carpeaux, c'est le 19e. Donc c'est peut-être pas évident dans l'esprit de tout le monde que la Terre est une boule. En tout cas, ce qui est représenté comme sphère que portent ces 4 femmes, qui sont les 4 continents, ce n'est pas la Terre boule. C'est le globe céleste. Ça laisse quand même à réfléchir, non? Ça donne, pardon, à réfléchir. Alors, puisqu'on parlait de l'espace à 3 dimensions, parce qu'une sphère, c'est 3 dimensions. Alors, je me suis quand même, ça fait quand même très très longtemps que je me dis, d'ailleurs, quelle heure? Ça fait très longtemps, peut-être trop longtemps que je me le dis, 19h, on va pas tarder de faire une pause, si vous voulez, enfin, dans quelques minutes, pour qu'on puisse s'aérer les neurones et dégourdir les gambettes. Mais ça fait longtemps que je me disais quoi d'ailleurs? Que ces 3 dimensions étaient un peu étranges. Et je me le suis toujours dit, quasiment toujours. Les 3 dimensions, je me suis toujours dit, il y a une arnaque derrière tout ça. Parce que, alors ça c'est juste quelque chose que je soumets à votre sens critique. Nous savons tous que le point est une surface sans étendue. Le point mathématique est une surface sans étendue, d'accord? Quand je dessine un point sur la feuille de ma copie en 6e, c'est juste pour, j'allais dire, c'est pour marquer le coup, c'est symbolique. Ça ne peut pas être un point, puisqu'un point est sans étendue. Donc le point que dessine mon crayon, ça ne peut pas être un point, c'est un point qui bave. De toute façon, il est sans étendue. Donc, il n'existe pas s'il n'a pas d'étendue, non? Bon, c'est pas grave. On a déjà notre dimension 0, c'est le point. Il n'a pas d'étendue, mais il est quand même vachement utile. Alors, je vais prendre plein de ces points, j'en ai plein les poches, et je vais les aligner. Qui se touchent. Bon, ils n'ont pas d'étendue, mais on peut quand même les faire se toucher, ce qui est sympa. Et je les aligne, mais vraiment bien rectiligne, bien droit, bien droit. Et là, j'ai une droite. Une droite, elle est constituée d'une multitude de points sans étendue, à l'infini jusque-là, mais vraiment l'infini mathématique, pas l'infini optique. Hein. Ça, c'est encore autre chose. Et dans ce sens-là. Donc, à l'aide d'un point sans étendue, c'est-à-dire un espace qui n'existe pas, j'ai créé une ligne qui n'existe certainement pas davantage. Mais c'est pas grave, parce que cette droite, elle est très utile. Et je peux même la tracer sur le papier. Ce n'est que l'ombre d'une droite, puisque celle-ci, elle aura une étendue, celle de la largeur de mon crayon. Mais avec ça, je prends 2 droites, une comme ça, et j'ai un blanc. Génial. Un blanc constitué
d'une multitude de points sans étendue qui se touchent et qui part à l'infini dans toutes les dimensions. C'est un plan euclidien. Et une fois que j'ai deux plans, un plan, deux plans, trois plans, j'ai l'espace à trois dimensions. Curieux que cet espace à trois dimensions soit constitué de points sans étendue. Rien que ça, mathématiquement, je peux prouver, je serai peut-être vite réfuté, mais je peux prouver que l'espace à trois dimensions n'existe pas. Le jour où j'ai quand même me suis penchée sur la question, je me suis dit, attends, intéressant, bon début. Je pense qu'il va falloir creuser un petit peu plus la question, mais en fait, c'est pas trois dimensions. C'est toujours la même dans trois sens. Parce que c'est la même chose, c'est pas trois dimensions. C'est une dimension d'espace qui n'existe pas, bon, mais dans un sens, profondeur, machin, hauteur, largeur, mais c'est pas vraiment des dimensions différentes. Ces trois dimensions sont de même nature. D'accord. Donc on n'est pas dans la troisième dimension, on est dans la unième. Il suffit juste de déplier un peu. D'ailleurs, topologiquement, pour ceux qui auraient suivi mes séries sur les mathématiques, Poincaré qui a inventé la topologie, une nouvelle discipline mathématique, le grand mathématicien Poincaré, qui était aussi un philosophe et un écrivain absolument extraordinaire, dont les bouquins se sont arrachés. Je défie n'importe quel jeune de lire ça maintenant. Je pense que plus personne ne peut aligner deux mots de ce qu'a écrit Poincaré. Plus personne n'aurait la puissance conceptuelle. Même le français ferait défaut. Bref. Il a montré que, d'une certaine manière, c'est-à-dire en déployant ou repliant l'espace d'une façon ou d'une autre, donc topologiquement, pas tel qu'on peut les voir, mais en essence, un plan et une sphère, c'est la même chose. La sphère n'a qu'un seul plan, un seul côté, pas d'arête, un seul côté, un envers, un endroit. Un plan, c'est pas de moi, hein, c'est Poincaré. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord, je ne prendrai pas de réclamation. Et un plan, alors on imagine cette feuille se déploie dans l'infini de tous les côtés, mais elle a une seule face et un envers, un endroit. Donc topologiquement, un plan et une sphère, c'est la même chose. Voilà qui est assez libérateur pour nos histoires de forme de la Terre, vous ne trouvez pas? Mais vivons-nous dans un espace mathématique? Il y a aussi une notion intéressante qu'il a amené Poincaré, le disque de Poincaré, un disque où plus on s'approche des bords, plus les distances de toutes choses rétrécissent. C'est-à-dire qu'il me reste un kilomètre avant le bord. Mais ce kilomètre, tout d'un coup, il est pour moi comme s'il y en avait deux parce que j'ai rétréci. Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'approche du bord. Ça ressemble un peu au paradoxe de Zénon d'Élée et on n'arrive jamais au bord. Donc, je me dis aussi que ce disque de Poincaré, il est intéressant. C'est un espace hyperbolique, je crois. Des géométries hyperboliques, des géométries non euclidiennes. Oui, parce qu'il y a eu ça aussi. Toute géométrie n'est pas euclidienne. Est-ce que la réalité est euclidienne? On nous a mis dans la tête des tas de choses. La ligne du temps, l'espace, et l'espace euclidien. Toutes choses qui sont... On a mis des balises dans notre esprit. Notamment, et je finirai avec ça, pour le moment, le fait que si une chose est vraie, son contraire est faux. Est-ce que quand une chose est vraie, son contraire est forcément faux? Ça n'est pas aussi obligatoire que ça. Mais avec cette idée de mettre toujours un logo qui accompagne une idée, qui réduit notre pensée à l'extrême, on nous a aussi appris, plus ou moins comme ça, en nous éduquant, nous rééduquant, que si une chose était vraie, son contraire ne pouvait pas être vrai, donc était faux. Donc ce monde de pensée en noir et blanc, non seulement il manque cruellement de nuances, mais il nous entraîne dans une pensée de l'espace euclidien très limitante. Alors, est-ce que maintenant nous sommes capables d'accueillir deux choses apparemment contraires sans en rejeter forcément une a priori? C'est un défi. C'est un défi intellectuel. Merci. On en fait une autre.
des émotions d'amour, de haine, de colère, de tout un tas de choses, grâce à des vibrations. Il me semble, je ne sais plus exactement comment j'avais trouvé ça, je le retrouverai, mais que la fréquence de 24 Hertz, 24 Hertz ne s'entend pas. Ce serait une fréquence de dépression. Mais il y a à creuser avec ces fréquences parce que les chercheurs qui ont mis au point des appareils fréquentiels qui sont étalonnés sur les fréquences de santé. Alors, on ne sait pas si c'est des charlatans ou pas, tout ça, mais la science officielle nous en a assuré. Donc, voilà, on sait sur quel pied danser. Pas mal de ces gens-là ont disparu précocement et leurs travaux avec. Donc, on se doute bien qu'il y a des gens qui n'ont pas récupéré leurs travaux, mais le savaient avant et exercent ces propriétés ondulatoires des sons, des fréquences contre nous. Si, simplement par la télé, on peut éteindre une partie de notre vigilance et éteindre toute l'activité du fascia et une partie de l'activité mentale, simplement avec quelques images à la télé, alors vous imaginez, avec un peu de connaissances, on peut arriver. Donc même les pensées peuvent être induites avec la fréquence adéquate. Donc les pensées, ce qui nous laisse aussi penser qu'une partie de nos états émotionnels, oh, je me sens pas bien, mais aussi de nos pensées ne viennent pas toujours de nous. La réalité de nos pensées n'est pas réelle et n'est même pas personnelle. Comment est-ce qu'on va s'en tirer, hein? Déjà en faisant un peu silence. En faisant silence et en voyant avec notre intelligence si nous adhérons aux pensées qui nous viennent dans la tête ou si nous n'adhérons pas. Ce qui nous demande un peu de recul. Parce que dès qu'on est entraîné dans les pensées, une pensée entraîne l'autre. Donc je disais, tout est vibration, même la pensée. Et aussi, on pourrait dire, comme on a dit, la vie est une flèche, la vie n'est pas une flèche, on pourrait dire toutes les croyances. Mais bien sûr. Ouais, non, là tu vas un peu loin, il y a les faits avérés, et puis il y a les croyances. La croyance, c'est ce que tu crois, il y a un fait, c'est un fait. Mais vous avez vu, dès qu'on creuse un peu, je veux dire, que nous vivons sur une Terre globe qui fonce à Mach 432 dans l'univers, c'est prouvé scientifiquement. C'est n'importe qui peut le vérifier, non? 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 Merde. Ah, mon exemple est tellement mal choisi. C'est dommage, je n'en ai pas d'autres. Malheureusement, ceci tient lieu de fait pour l'écrasante majorité des gens qui a reçu la bonne éducation. L'éducation par analogie. Ça égale ça. Terre égale boule. Ciel égale univers, égale fusée, égale firmament. Et j'en reviens à ma ligne de temps où j'ai dit, et je n'en démordrai pas, si jamais je la retrouve, Big Bang, dinosaure, Cro-Magnon, féodalité, aéronautique. Mais en fait, en général, je la dis plus court, je fais Big Bang, dinosaure, NASA. Mais comme ça, on a bouclé la boucle. Mais qu'est-ce qu'il y a avéré dans tout ça? Donc, même les faits, dès qu'on commence à creuser un peu les faits ne reposent que sur des croyances induites. Mais je peux même dire, mais tu m'as offensé l'autre jour, tu m'as très mal parlé. Je t'ai pas très mal parlé, je t'ai dit non. Oui, mais enfin, quand même, tu n'avais pas à me dire non, j'avais été gentille avec toi toute la journée, et je demande un truc, tu me dis non. Oui, mais je t'ai pas offensé. Mais moi, je crois. Je crois qu'il m'a offensé, et lui, il croit qu'il m'a pas offensé. Où sont les faits? Bah, ça dépend du point de vue auquel on se place, comme disait Fédot. Et j'avais lu comme ça il y avait deux ouvrages, Se libérer des croyances limitantes, c'est des trucs vaguement au nouvel âge, mais il y avait des trucs intéressants qui prouvaient qu'effectivement les faits, ça n'existait pas. Nous n'avions que des interprétations des faits et des croyances au sujet des faits. Un fait est toujours interprétable, même dans une moindre mesure. Oh, c'était long, c'était chiant, c'était génial, j'ai adoré. Mais c'est quoi la vérité? La vérité, c'est elle a parlé pendant 2 heures. Ça, on peut dire c'est un fait. Est-ce qu'elle a parlé ou est-ce qu'elle a blablaté?
Voilà. Mais il y a toujours les faits, c'est comme la réalité ou la matière. Si on regarde vraiment au microscope, ça disparaît. Il y a aussi ce truc de... Il faut le voir pour le croire. En fait, c'est l'inverse. Il faut le croire pour le voir. Si je ne crois pas déjà quelque chose, je ne l'admettrai pas. Que ce soit une idée, ou même il y a cette anecdote des chevaux de... Oh là là, je vais citer une anecdote historique, donc avec toutes les précautions nécessaires. Bien sûr, quand Cortés est arrivé pour envahir l'Amérique du Sud, il avait à son bord des chevaux. Les autochtones n'avaient jamais vu de chevaux. Ils débarquaient avec leurs chevaux et ils étaient sidérés. Également aussi, il y avait les mêmes ou leurs comparses, les gens qui vivaient à peu près aux mêmes endroits, ils ont vu arriver comme ça les bateaux avec des voiles blanches, mais eux naviguaient avec des pirogues. Donc en fait, voyant ces voiles blanches, ils voyaient quelque chose, mais ils ne savaient pas ce qu'ils voyaient, parce qu'ils ne pouvaient le rattacher à rien. Donc ils n'ont pas vu les bateaux approcher jusqu'au moment où ils étaient à leur côte, où ils étaient à portée de coups de fusil. C'est une anecdote qui est vraie ou pas, mais si c'est pas vrai, c'est bien trouvé, ils ne l'ont pas vu venir. Quel serait le parallèle intéressant avec tout ce qu'on nous prépare? Qu'est-ce que nous n'allons pas voir venir, mes chers amis? Est-ce qu'on a vu voir l'enfermement? On savait bien qu'il nous préparait de la merde, mais est-ce qu'on a su que ça allait se présenter comme ça? Et là, le ET Disclosure et tout ça, on sait qu'il nous prépare des trucs, mais sous quelle forme ça va arriver? Peut-être que les formes qu'on a identifiées comme étant possibles, et on les a nommées, on les a coulées. Ils ont donc un plan B. Qu'est-ce que ça va être? Chers amis, à chaque fois que nous n'avons pas ouvert notre esprit suffisamment, la réalité des faits, l'apparente réalité des faits nous prend de court. Nous allons être pris de court une fois de plus, j'en suis certaine. Pas très longtemps, mais nous serons pris de court. Je le pense. Mais peut-être que je ne dois pas parler trop longtemps. Je pense qu'on... Je n'ai pas vu à quelle heure on avait repris. Mais je vais bientôt m'arrêter. Je vais juste évoquer la réalité. La définition du dictionnaire Larousse, c'est existence effective. Genre, c'est prouvé. Comme la Terre boule par l'expérience d'Eratosthène et les photos de la NASA. Non? On pourrait conclure presque là-dessus. Hein. La réalité semble... Elle fait illusion, et bien illusion, parce qu'elle est partagée par nous tous. Si elle est consensuelle, c'est donc qu'elle est vraie, n'est-ce pas? Pas du tout, parce que la réalité... Sauf, si tu dors dans ton rêve, et que je ne suis qu'un personnage de ton rêve, à l'instar de tous les gens qui sont autour. Rien ne prouve rien, finalement. Rien ne prouve rien. Mais la réalité est perceptible, ça ne prouve pas qu'elle est vraie. Elle est cohérente, ça ne prouve pas qu'elle est vraie parce que les rêves aussi le sont. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je voulais parler, non ça va être trop long malheureusement, je ne pourrais pas vous lire tout ça. Mais il y a des tas de choses qui nous font douter de la réalité, qui ont toujours été dans un petit coin de notre tête. Ces expériences qu'on a fait de... Vous savez, quand on part en voiture en retard et qu'on arrive, on arrive plus tôt que l'horaire prévu, il y a des histoires comme ça. Et je voulais vous narrer une anecdote, c'est que moi, l'été dernier, je rentre par la crête, le col du Loup. La route est comme ça. Mais c'est à peu près aussi long d'un côté que de l'autre. Je dois donc monter beaucoup, je suis sur la crête, c'est que des chemins escarpés de cailloux. Et puis je vais redescendre jusqu'au village 1 et reprendre la route jusqu'au village 2. C'est très simple. Les chemins sur la crête ne traversent pas la route. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de tunnel, il n'y a rien. Donc moi, je pars sur la crête du Loup comme ça. Et je me dis, ce chemin, il est trop long. Je vais m'orienter, je vois bien que c'est là la colline où je vais faire un peu course d'orientation, je vais partir direct comme ça. Je me retrouve dans des ronds, c'est impossible, j'étais pas habillée pour, je me retrouve emberlificoté, et puis dans une friche de vignes, et puis ça redevient des vignes, tout ça. Je me rappelle, j'étais toujours sur ma colline en hauteur, et je voyais toujours pas la route.
Mais ça commence à redescendre un peu. Je me dis, ah, je commence à redescendre vers le village. Donc je vais commencer à apercevoir la route. Je suis donc en contre-haut. Et puis je me dépatouille de ces vignes, tout ça. Et je vois des gens qui travaillent dans la vigne. Et à ma stupeur, moi qui avais donc toujours la route de ce côté-là, je me retrouve en contrebas de la route de l'autre côté. Je ne l'ai jamais traversée. J'aurais dû faire à peu près 6 km à pied. Je ne pense pas que j'en ai fait même 2. Je n'ai jamais compris. À chaque fois que je repassais à l'endroit, parce que c'est un endroit où j'ai un ami qui habite, on est passé en voiture quasiment tous les jours devant, je regarde et je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je regarde et je ne comprends pas ce qui s'est passé. Comment dire, des décalages dans la matrice. La réalité est-elle aussi tangible qu'on croit? On a aussi, bien sûr, toutes ces choses inexpliquées, les guérisons miraculeuses. Sont-elles miraculeuses ou nous a-t-on simplement raconté des conneries à propos de la réalité solide et tangible? Je penche pour la seconde solution. Nous avons aussi ce fameux effet Mandela. Tout le monde croit quelque chose, mais non, en fait, on nous dit que non. Est-ce que nous choisirons de faire... Vous savez tout ce que c'est que l'effet Mandela? Oui. Oui? Quelqu'un ne sait pas? Moi, je ne sais pas. L'effet Mandela, c'est quand on a un souvenir, et généralement c'est un souvenir partagé par un grand nombre de gens, notamment l'appelé effet Mandela parce qu'un grand nombre de gens croyaient que Mandela était mort dans les années 80. Et en fait, il est mort dans les années... Quelqu'un se souvient quand il est mort? 2010, un truc comme ça. Alors que les gens disaient, mais on avait le souvenir qu'on nous l'avait annoncé. Un grand nombre de gens a dit, mais non, il peut pas être mort parce que là, récemment, ou il peut pas être vivant, je sais pas à quel moment ça s'est déclaré, cette histoire. Non, parce que on se souvient bien qu'on a vu à la télé. Et on nous dit, vous vous êtes tous trompés. Il y a notamment Fruit of the Loom, les t-shirts Fruit of the Loom, qu'on achetait quand j'étais ado. Il y avait une étiquette avec écrit Fruit of the Loom, ça veut dire fruit du métier à tisser. Et nous nous souvenons quasiment tous d'une corne d'abondance. Vous savez ce que c'est qu'une corne d'abondance? Ouais. Voilà, cette corne-là, avec des fruits qui dégueulent. C'était très joli, cette petite étiquette en couleur. Nous nous souvenons tous de la corne d'abondance. Il y a des Américains, parce que c'est une marque américaine, qui disent « C'est à ce moment-là que j'ai appris le mot corne d'abondance », qui en anglais se dit cornucopia. Donc ils ont la fille qui dit ça, mais c'est grâce à ce truc, on m'a dit c'est cornucopia, c'est une corne d'abondance. Qu'est-ce que c'est qu'une corne d'abondance? C'est le truc qui est sur l'étiquette. Or, l'étiquette a été changée. Il y a bien les fruits, mais il n'y a plus la corne d'abondance. Et il y a quelqu'un qui commence à demander sur Internet, je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont changé l'étiquette? Ils commencent à faire des recherches, et ils demandent à Fruit of the Loom et tout ça, et ils disent, mais en fait, il n'y a jamais eu de corne d'abondance. Moi, je m'en souviens. Moi, je suis sûre d'avoir vu. Je suis certaine. Comme le monocle du mec de Monopoly, des anciennes éditions. Je suis certaine de l'avoir vu. Ma mère avait une édition en 1938 du Monopoly. Voilà. Donc nous avons des souvenirs, nous sommes sûrs de nous, et on nous dit ça n'a jamais existé. Alors si tu es tout seul dans ton coin, tu peux dire non mais c'est vrai, je dois avoir un problème. Mais si on est si nombreux, il se peut que l'explication soit différente. Voilà. Donc ferons-nous confiance à ce que nous croyons ou pas? Mais est-ce que parce que nous le croyons, c'est vrai? Quel est le vrai souvenir? Serait-il possible que quelque chose ait été implanté? Ou que la version de la réalité, une ligne de code ait été changée? Mais pas en chacun de nous. Juste dans la version officielle des faits. L'histoire elle-même ne fonctionne-t-elle pas constamment comme ça? Nous resterons un peu sur cette question, forcément. Et nous avons un petit peu parlé du rêve. Et bon, le rêve, on s'en rend compte quand on se réveille, mais quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte. Donc si nous étions en train de vivre un rêve collectif, ou individuel, mais où nous sommes chacun le décor et les personnages, les figurants du rêve d'autrui, une sorte de co-création comme ça, dirigée. Bien sûr, je n'aime pas l'idée, mais on peut se poser la question. Mais un rêve est toujours vrai au moment où on le fait. Et le fait que nous soyons dans un rêve continu ne prouve pas que ce n'est pas un rêve, finalement. Non? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, ça va être un peu long. Mais en tout cas,
Il y a aussi l'idée des synchronicités, pour nous demander vraiment ce que c'est que la réalité. Savez-vous ce que c'est qu'une synchronicité au terme jungien de la chose? Une synchronicité, c'est une concordance entre une pensée, donc un événement intérieur, interne et personnel, subjectif, et une manifestation dans la réalité consensuelle. Par exemple, pourquoi Jung appelait ça des synchronicités? Parce qu'il était avec encore de l'occultisme. Il était avec une de ses patientes, et la patiente, je crois, allongée, genre un peu psychanalyste, quoi, lui raconte un rêve qu'elle avait fait la nuit précédente, où il s'agissait de trucs qui se passaient en Égypte ancienne, pardon, en Égypte occulte. Et elle décrit un scarabée doré, un scarabée, un beau scarabée égyptien, cet animal sacré de l'Égypte. Et en fait, enfin, et à ce moment-là, oh ouais, peut-être pas, parce que ça va nous tirer l'œil, cher ami. Je vous plaisantais. Et à ce moment-là, quelque chose toque au carreau. Donc elle raconte la partie du rêve où il y a le scarabée, quelque chose toque au carreau. Et il va voir, et il dit, c'était non pas une carabe, une cétroine dorée, ce qui, sous nos latitudes, est l'insecte qui se rapproche le plus d'un scarabée. Ça ressemble à un petit scarabée et c'est doré. Et justement, comme je travaillais sur le plan et sur ce que j'allais raconter et comment m'y prendre, et que j'étais sur les synchronicités, à l'intérieur, chez moi, 2 jours de suite, sur la table de ma cuisine, il y avait une cétoine dorée. Pour l'épilogue de la petite histoire. C'est quand même fou, c'est-à-dire que ce que j'ai à l'intérieur de moi se manifeste en même temps dans ma pensée, dans la réalité. Il peut y avoir plein de conclusions à ça. J'ai pensé quelque chose, je suis Dieu, je l'ai fait advenir. Ou bien, la chose qui a généré l'objet visible a aussi généré ma pensée. Merde! Je ne suis qu'une production robobiologique radiopilotée. Je n'aime pas l'idée, mais il nous faut quand même la considérer. Deuxième chose, la réalité n'est pas aussi solide qu'on croit. Le mouvement de la pensée, mais qu'est-ce que la pensée? Et la matière, mais qu'est-ce que la matière? Voyage de l'une à l'autre beaucoup plus souplement que ce que nous avions d'abord pensé. Non, nous ne l'avions pas pensé, parce que c'est pas moi qui l'ai pensé. On me l'a dit avant même que ma pensée soit formée. On me l'a montré avec le Globe Club, avec la ligne de temps, avec les logos, avec la rééducation permanente. Nous n'avons jamais eu l'occasion de nous poser une seule question par nous-mêmes. Nous avons eu les réponses avant. Alors, qu'est-ce que la réalité, chers amis? Je ne suis pas venue vous apporter une réponse en quoi que ce soit. Mais est-ce que le fait de décloisonner notre esprit, de regarder des images qui nous interrogent, n'est pas une partie du voyage que nous sommes venus faire ici? Et est-ce que apporter des réponses définitives à autrui, ce n'est pas l'enfermer et l'empêcher d'accéder à sa propre sagesse? Pourquoi pas conclure là-dessus? Bravo! Remarquable. Merci beaucoup, Prune de Prune. Et d'ailleurs, pour illustrer votre propos, avec Pierre, nous avons égaré le filet qui a disparu, c'est pas dans la matrice. On va peut-être le retrouver. On a voulu mettre un filet là-bas pour... J'espère que vous avez passé une bonne... Oui. Quelqu'un a vu le filet des rêves? Oui. Tu l'as vu? Non. Il a été absorbé par la Terre plate. Voilà. Je peux dire un mot? Bien sûr. Alors, j'ai ici un exemplaire spécimen, consultation. C'est auto-édité. C'est pas vraiment destiné à la vente, c'est vendu à prix coûtant et ça a pris malheureusement un peu de retard, donc je ne peux vous présenter que l'exemplaire de consultation. Ça s'appelle Ciel. Ce sont des photos que j'ai faites. Enfin, la première partie, ce sont des photos que j'ai faites, plus ou moins de chez moi et tout ça, un peu au jour le jour, pour mettre en évidence ce qui se passe simplement d'un point de vue d'observation. La deuxième partie, ce sont des photos qu'on m'avait envoyées quand j'ai suggéré à mes auditeurs et spectateurs de participer à la plus belle photo de ciel pourri. Donc j'ai eu des très belles photos, et dans des registres différents, mais je vous laisserai regarder.
notamment le ciel de l'arrière-pays, enfin non, pas autour de Perpignan, et des choses comme ça. Vous pouvez le consulter, et si vous êtes intéressé, soit vous me laissez vos coordonnées sur une des feuilles, que je vais mettre à votre disposition, pour que je vous mette dans la liste, et vous donner un peu plus tard les informations. En tout cas, vous pouvez le regarder. Je voulais juste vous montrer ça, et puis j'avais des choses aussi, j'avais fait, voilà, je vous les propose à participation libre, et même gratuite si vous n'avez pas de sous. C'est un badge que j'avais fait faire, que je porte avec fierté, si j'ose dire le mot, si je veux encore dire le mot, et qui dit tout simplement « T'as pas compris qu'on se fout de ta gueule ». Voilà.